Bonjour Henri Yambodé. Bonjour Carole Olaye, bonjour Moïse, bonjour à tous nos amis téléspectateurs, bonjour bien évidemment aux auditeurs, sans oublier l'équipe technique. Bonjour Moïse Novillon. Bonjour Carole. Non, je savais que vous avez envie de dire quelque chose. Non. Henri Yambodé. Je voulais dire que vous n'êtes pas enrhumé ce matin. Je salue également les téléspectateurs et les auditeurs de Diaspora. Voilà. C'est parti pour le tout premier sujet à aborder ce matin. Survie institutionnelle de l'opposition. Le Sénat, dernier rempart pour le parti Les Démocrates. Dernier rempart pour l'opposition, donc, et principalement pour le parti Les Démocrates. Alors, Moïse Novillon, peut-on parler d'opposition effective aujourd'hui sans alternance institutionnelle crédible? C'est d'abord ma première question. Avant de chercher à comprendre dans quelle mesure aujourd'hui le Sénat représente-t-il un rempart institutionnel pour l'opposition et en particulier pour le parti Les Démocrates. C'est véritablement une question, c'est plusieurs questions, mais c'est quand même plusieurs questions véritablement lourdes, surtout la première question, vous parliez, surtout, si je peux vous demander... Justement, peut-on parler d'opposition effective sans alternance institutionnelle crédible? Oui, alternance institutionnelle crédible, c'est là que je n'arrive pas directement à apercevoir pourquoi il faut forcément qu'il y ait une alternance avant que, par exemple, on puisse parler peut-être de crédibilité par rapport aux institutions. Je pense surtout que ce sont les formations politiques, qu'elles soient de la mouvance ou bien de l'opposition, qui doivent faire le jeu au niveau, bien sûr, des élections. On a prévu qu'il y ait des élections en 2026 et toute la classe politique était prévenue et était d'accord. On a eu des codes, bien sûr, on a eu des dispositions, bien sûr, législatives pour cela. On a eu des institutions pour cela également. Les institutions ont fonctionné, les élections ont eu lieu. Et donc, en réalité, le jeu devrait se faire au niveau des élections. Et donc, si les formations politiques ne sont pas parvenues, s'il y a eu des formations politiques qui ne sont pas parvenues, bien évidemment, à pouvoir se faire représenter au niveau des institutions. Et donc, je pense que c'est à elles-mêmes que ces formations politiques-là vont pouvoir s'en prendre parce que le jeu était ouvert pour tout le monde. Et donc, nos élections sont bien évidemment crédibles. Le processus a été limpide, clair pour tout le monde. Et s'il y a eu de contestations, les contestations, c'est beaucoup plus, bien sûr, au niveau des réclamations des formations politiques. Et ça engage toutes les formations politiques qui étaient en liste, que ce soit les formations politiques qui se réclament de la majorité présidentielle ou bien les formations politiques qui se réclament, bien sûr, de l'opposition politique. Toutes les formations politiques ont eu droit à porter des recours devant les institutions. Même en ce moment, actuellement, les plus grands partis, c'est-à-dire l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, sont en contentieux devant la Cour suprême par rapport aux élections communales. Et donc, en réalité, toutes les formations politiques ont eu les mêmes droits, donc, face aux mêmes institutions de la République. Et donc, en réalité, le débat ne se pose pas à ce niveau. Et parlant, bien sûr, de rempart, comme le deuxième versant de votre question, c'est-à-dire le Sénat comme le rempart. J'ai pu comprendre le confrère, j'ai bien compris dans quel esprit le confrère, oui, voilà, a titré, bien sûr, a formulé ce titre, c'est-à-dire que étant donné que le Parti Les Démocrates, puisque cela engage surtout le Parti Les Démocrates, étant donné que le Parti Les Démocrates n'a pas pu prendre part à l'élection présidentielle parce que n'ayant pas pu satisfaire, bien sûr, aux exigences légales. Nous avons tous suivi cette actualité, on l'a suffisamment commenté. Ils ont eu des dissensions en interne, il y a eu des défections. Les parrains qu'ils avaient quand même et qui pouvaient normalement leur permettre de se représenter à la dernière minute, en leur propre sein, il y a eu des députés qui ont refusé de remettre le parrainage aux instances du parti pour que le parti puisse bien évidemment satisfaire aux exigences de la loi devant les institutions. Et donc, c'est juste pour un rappel que je reviens sur ces détails-là. Et donc, le parti n'a pas pu prendre part, ne pourra pas prendre part à l'élection présidentielle qui arrive tout à l'heure en avril. Le parti n'a pas pu satisfaire aux exigences de la Sénat pour pouvoir prendre part aux élections communales. Nous avons suivi également cette actualité. Il y a des dossiers qui manquaient et donc ils n'ont pas pu en réalité
réalité compléter les dossiers dans le délai imparti. Il y a eu de délai pour compléter, donc, et toujours, même malgré ce délai-là, ils n'ont pas pu en réalité compléter. Nous avons suivi également cette actualité. Ils ont même produit un communiqué qui le disait expressément, qu'effectivement, ils étaient hors délai, mais qu'ils supposaient que d'autres formations politiques pourraient se retrouver dans leur posture en ce moment, alors qu'en réalité, cela n'engageait que les formations politiques à ces actuels, à ces responsables-là, d'abord, donc, de pouvoir apprécier, et surtout que ce n'est pas à leur niveau que les dossiers sont déposés. Les supputations et les conjectures ne pouvaient pas faire prévaloir sur ce qui est la norme au niveau des institutions. Donc, ils n'ont pas pu prendre part également aux élections communales. Quand ils ont satisfait aux exigences pour pouvoir prendre part aux élections législatives, ils sont allés aux élections législatives. Malheureusement, dans les urnes, ils n'ont pas pu, bien sûr, remplir les conditions pour pouvoir enlever de sièges à l'Assemblée nationale. Et donc, ils sont out au niveau, bien sûr, du Parlement. Ils sont out au niveau des communes. Ils sont également d'emblée et d'office out au niveau de la présidentielle. Et donc, le confrère pense qu'en réalité, le dernier rempart que, évidemment, le parti Les Démocrates puisse avoir, et surtout l'opposition en général, parce que l'autre formation politique de l'opposition, qui également était en liste, la FCBE, la Force Cori pour un Bénin émergent, n'a pas pu non plus, évidemment, enlever de sièges jusqu'à présent. Et c'est pratiquement hypothéqué pour la présidentielle aussi. C'est pourquoi le confrère anticipe pour dire le dernier rempart pour que l'opposition politique puisse se retrouver dans une institution, c'est le Sénat. Et le Sénat, c'est une nouvelle création. Et la configuration qui est annoncée pour le Sénat permet à ce que l'opposition politique puisse avoir des représentants tout au moins là. Par exemple, la personne du président du Parti Les Démocrates, qui n'est rien d'autre que l'ancien président de la République, le docteur Thomas Boni Yahi, par exemple, il est éligible pour pouvoir siéger au Sénat, par exemple. Et donc, si lui, par exemple, il concède, s'il accepte à rejoindre cette institution, ça veut dire que l'opposition politique a sa voix, tout au moins dans l'une des plus grandes institutions de la République. C'est ce que le confrère est en train c'est ce sur quoi le confrère est en train de mettre l'accent. Et j'ai pu parcourir rapidement l'article, et je profite pour saluer, bien sûr, la diligence avec laquelle le confrère, je pense que c'est Matin Libre qui a titré, voilà, qui a fait, donc la diligence avec laquelle ils ont pu mettre ces éléments-là à notre disposition en ligne surtout. Et donc j'ai pu parcourir et j'ai compris qu'ils sont en train de dire, mais le confrère dit, mais Boni Yahi qui devrait normalement sauver l'opposition politique, qui n'est plus à l'Assemblée nationale, qui ne sera pas certainement au palais de la Marina et qui n'est pas dans les communes, c'est Boni Yahi en réalité qui devrait pouvoir sauver. Voilà, je salue la réalisation, la technique qui nous permet de revoir le titre. Boni Yahi qui devrait pouvoir sauver en réalité la face à toute l'opposition politique en se représentant dans le Sénat. Voilà que Boni Yahi a déjà annoncé. On espère, et moi j'ai toujours répété ça, je le répéterai jusqu'où je suis en mesure de le répéter, on espère que Boni Yahi et son entourage, bien sûr, vont pouvoir revenir sur cette position-là. C'est-à-dire Boni Yahi a déjà annoncé que lui ne veut pas rentrer dans le Sénat, il ne veut pas être dans le Sénat. Et si Boni Yahi refuse de rentrer dans le Sénat, malheureusement, le dernier rempart qu'ils ont, ils vont perdre cela. Vous savez, les postures qu'ils ont adoptées jusqu'ici ne leur ont pas servi. Il faut que cela soit clair. Ils n'ont pas pu, le jeu était ouvert pour tout le monde. Il faut que on n'a pas besoin en réalité de rentrer dans les questions politiciennes où on cherche à tirer, à voir qui peut être derrière quoi, qui peut être. Le jeu était ouvert pour tout le monde. Si le parti avait été un tout petit peu plus stratège, ou alors si les options choisies par le parti leur avaient permis, par exemple, de réussir dans les urnes ou bien au niveau des institutions pour pouvoir prendre part à toutes les élections, ça aurait été bien. Mais les stratégies et les options choisies par le parti n'ont pas aidé le parti. Mis de côté les dissensions qui sont apparues, les départs qui sont intervenus à la dernière minute, c'est quand même des barons qui sont allés dans d'autres formations politiques et qui ont pu rééditer l'exploit de se faire réélire et donc de porter encore plus un coup de pouce à des formations politiques de la majorité présidentielle qui était déjà quand même suffisamment fort. Et donc, vous vous rendez compte, les postures, les positions choisies par cette formation politique, surtout ses responsables, n'aident pas et n'arrangent pas à la fois le parti politique, à la fois les militants, mais également toute la classe de l'opposition, c'est-à-dire le dernier rempart qu'ils ont en ce moment, qui est le Sénat. Ils sont déjà en train d'annoncer qu'ils n'ont pas envie d'aller à ce niveau-là. Ça veut dire qu'ils vont être complètement absents. Et c'est pour 7 ans, le confrère le dit clairement, ça va être que l'opposition politique sera obligée d'aller se reposer pour 7 ans
Parce qu'on n'oublie pas qu'on a un nouveau texte de constitution qui fixe en réalité dans 7 ans les prochaines élections, que ce soit pour les élections législatives, que ce soit pour l'élection présidentielle et également pour les autres élections au niveau communal ou bien municipal. Et donc en réalité, c'est ce que le confrère est en train de soulever, l'ambiguïté, la difficulté que l'opposition politique va avoir, surtout pour pouvoir faire prévaloir sa voix. Parce que si vous n'êtes pas dans les institutions où les décisions sont prises. Voilà, c'est délicat. Tout ce qui va vous rester, ça va être peut-être de continuer par pondre des communiqués, d'être dans les reproches sempiternels. Et donc, c'est ce qui n'est pas bien en réalité. Et on va souhaiter peut-être qu'il puisse avoir la clarté d'esprit, la clairvoyance nécessaire. Et surtout le Sénat. Le Sénat, pour moi, c'est un instrument, c'est une trouvaille. On l'a appelé Sénat simplement, ce n'est qu'un nom. C'est-à-dire que quand vous regardez le fonctionnement qu'on est en train de dévouer au Sénat, et la Constitution, voilà, la mission et la Constitution, voilà, qu'on est en train de donner au Sénat, en réalité, c'est une institution salutaire. Il ne faut pas regarder les têtes des personnes. Si on fait focus sur la personne de Patrice Talon... Mais justement, Moïse Novignon, je ne vous arrache pas la parole, mais... Yahya Boni l'avait dit qu'il ne siégerait pas au Sénat. Oui. Maintenant, aujourd'hui, qu'il revienne sur sa décision, comment cela sera apprécié? Non seulement des acteurs politiques, mais également de la population, qui ne sont rien d'autre que les militants de ce parti-là. C'est encore aujourd'hui, et avec les résultats, avec le verdict des élections, que ce soit au niveau communal ou au niveau des élections législatives, c'est encore aujourd'hui que Yahya Boni a encore plus de facilité en réalité à revenir sur sa parole, parce qu'effectivement c'était une parole publique, à revenir sur sa parole et se faire comprendre. Il y a plus de facilité aujourd'hui à trouver les éléments d'argumentation. Vous voyez, c'est ça que nous sommes en train de dire depuis. Si on n'est pas à l'Assemblée nationale, si on n'est pas au palais, si on n'est pas dans les municipalités, dans les communes, le seul niveau où il nous reste pour pouvoir nous faire entendre, ne serait-ce qu'un tout petit peu, parce qu'en réalité, le Sénat, c'est une institution de garde, c'est une institution de, je vais dire, gendarme, si je peux le dire ainsi. Et moi, je suis d'accord avec une telle institution. Je sais que j'ai toujours dit, et je pense que notre République, notre pays a besoin d'une institution de cette nature-là. Parce qu'on a donné beaucoup de pouvoir au président de la République. On l'a toujours dit, tous les années ont suffisamment répété cela. On a donné beaucoup de pouvoir aux institutions qui sont là jusqu'à présent, qui sont en place tout au moins à partir de 1990. Et on a vu ce qui s'est passé. À un moment donné, le pouvoir était complètement dévoyé. Et donc, on a besoin que les anciens qui ont déjà pratiqué la chose publique, le pouvoir public, puissent devenir en réalité le rempart pour pouvoir encadrer les autres institutions, suivre, et surtout, on vient d'adopter une vision pour 2060, alors que ça a été carrément un fiasco pour la vision 2025. Et donc, cette institution-là va aider en réalité à pouvoir mettre en place, dérouler ce projet-là. Et il faut s'attendre à ce qu'à partir de la vision 2025, qui est écoulée et malheureusement qui n'a pas pu, bien sûr, s'accomplir, et la vision 2060, on n'a plus besoin d'un candidat à l'élection présidentielle, par exemple, qui va venir nous dérouler un autre projet de société qui n'est pas issu en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Si au début des années 2000, quand on adoptait la vision 2025, la vision 2025 à l'AFIA, si les politiciens ne s'étaient pas écartés du plan tracé pour pouvoir développer le pays, parce que c'était le travail de l'intelligentsia à la fois du pays, mais également des experts internationaux. Et donc, si les politiciens ne s'étaient pas écartés de la ligne qu'on a tracée pour développer le pays, et que chacun vienne faire ce qu'il a envie de faire, ce qui lui passe par la tête, sur des coups, des sauts d'humeur parfois, on ne serait plus à ce niveau où on en est aujourd'hui. Et donc, quand on a connu l'échec et qu'on revient encore avec, je vais dire, la même vision pratiquement, parce qu'on n'a pas pu atteindre les objectifs. Donc, certaines choses sont revenues. Quand on est revenu avec, il faut maintenant trouver le moyen de pouvoir l'implémenter. Et je pense que le Sénat arrive à point nommé, comme on le dit. Et donc, moi, je vais prier que l'opposition politique, ou qui a encore une dernière chance au moins de se retrouver dans les institutions et de porter la voix d'une partie quand même de la population, parce qu'il y a une partie quand même, c'est 16% aux élections législatives pour les démocrates par exemple. Ça veut dire qu'il y a une partie de la population qui est quand même avec l'opposition politique, et donc l'opposition politique peut porter la voix d'au moins 16% de ceux qui ont exprimé valablement leur suffrage la dernière fois aux élections législatives le 11 janvier dernier. Et donc il faut que la sagesse puisse revenir dans les rangs. Il n'y a pas en réalité un problème à revenir sur cette parole, alors que ce sera
là pour faire du bien, je suis là pour progresser, je suis là pour faire avancer les choses. Madame Carole. Alors, Henri Yambodé, j'ai peut-être une question, peut-être piège pour vous. L'opposition béninoise peut-elle encore se maintenir sans accès équitable aux institutions clés de l'État? Il y a deux pans de votre question assez équitables aux institutions. Quand on sait que vous n'êtes pas représenté au niveau du Parlement, ça c'est un fait. Quand vous n'êtes pas représenté au niveau local, au niveau des municipalités, je ne pense pas que vous avez cette possibilité d'avoir accès donc aux institutions comme vous le souhaitez. Deuxième point, c'est que vous parlez donc d'avoir accès de façon équitable, oui. De façon équitable, l'opposition aujourd'hui est représentée, oui, qu'on le veuille ou non, est bien représentée par le Parti démocrate. Et Moïse l'a dit, l'institution qui apparaît comme la seule alternative à laquelle l'opposition qui est représentée par les démocrates peut avoir accès, c'est bien sûr le Sénat. Et qui est indiqué, c'est le président de la République, Boni Yayi, l'ancien président de la République Boni Yayi, parce qu'il a été ancien et encore président du Parti des démocrates. Et donc, avoir accès, il est membre de fait, d'accord? Il est membre de fait. Mais si on prend les opposants en tant que simples citoyens, la République leur donne cette possibilité d'avoir accès à toutes les institutions de façon équitable. Parce que la Constitution, donc, pour tous les enfants donc, du Bénin sont traités de la même manière au même niveau. Voilà. Alors, dans quelle mesure ou comment le Sénat peut-il redéfinir les conditions de participation et de suivi institutionnel du Parti des démocrates? Il faut d'abord comprendre la mission du Sénat. Si il est apparu que dans ce qui est décidé, dans le statut qui est décidé là, que la Sénat apparaît comme l'institution de régulation ou bien de continuité, ou même l'institution modératrice, eh bien, il y a une bonne à un moment donné, encore à la voix donc au chapitre, sur un certain nombre de réformes, par exemple. S'il y a une loi qui doit être qui est prise et que la Sénat a cette possibilité donc, de demander une deuxième lecture, Yaïboni, en étant membre de ce bureau, donc du Sénat, pardon, je parle du Sénat, peut user donc de ce droit-là pour demander une deuxième lecture. Et au sein donc des membres du Sénat, les débats qui vont se faire va lui permettre, monsieur, d'évoquer un certain nombre de choses. Et ça va lui permettre également de ralentir un tant soit peu un certain nombre de réformes qui, pour lui, n'est pas à prendre. Donc, la présence de Boni Yayi au sein du Sénat va apporter forcément une visibilité donc, au Parti démocrate parce que les 16%, on parlait donc des 16%, les 16% là, qui sont encore restés verront à travers Boni Yayi la présence de l'opposition au Sénat. Parce que le format qui est indiqué là, il n'y a pas un représentant du Sénat, de l'opposition qui est envoyé. Mais Boni Yayi, en étant président du Parti démocrate, et ce parti-là qui est reconnu comme principal parti de l'opposition, eh bien, représente l'opposition. Mais justement, Boni Yayi, à lui tout seul, au sein du Sénat aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut concrètement? Il peut beaucoup de choses. D'abord, en tant qu'ancien président, parce qu'il a été aux actions, il a été au devant de la réalité donc, politique, connaît un peu les rouages. Et donc, sans ces expériences, il va le mettre, monsieur, au profit, au service donc, du Sénat. D'accord, il y a ça. Mais en tant que membre de l'opposition, il y a un regard donc, critique qui va porter sur les lois. Et donc, est-ce que sa voix pourrait peser dans les décisions que le Sénat va prendre? C'est ça, au fait. Voilà, ici, il faut aller voir donc, le mode de fonctionnement du Sénat. Est-ce que, dans le mode de fonctionnement du Sénat, est-ce qu'il est dit que si je suis seul et que je porte des griefs contre une loi, est-ce que ça ne va pas prendre? C'est ça également. Si Boni Yayi voit qu'une loi a été prise, on dit que Carole ne doit plus
se tresser, mais plutôt se coiffer. Attaque Bouriaï, président du Parti démocrate, dit attention, vous savez, une femme a droit donc de s'habiller, de se parer comme elle veut. Et donc, même en étant unique dans ce lot de barbes, il peut toutefois, à travers ses arguments, apporter convaincre d'autres, bien sûr. Parce que quand on prend... Et surtout, je voudrais aider, ça me permet bien sûr, votre intervention, cher Henri. Vous avez eu tout le temps pour pouvoir répondre aux questions. C'est Henri qui a la parole. Non, son intervention me permet de me rattraper. Équilibre de temps. Oui, son intervention me permet de me rattraper surtout parce qu'il faut dire, au sein du Sénat, en réalité, il n'y a pas de sensibilité politique. Il avait bien commencé par le dire. Et donc, en réalité, pour pouvoir parce que les gens sont en train de nous suivre, on a des téléspectateurs et des auditeurs, il n'y a pas de sensibilité politique. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est que Boni Aï, ayant dirigé, ayant fraîchement fini de diriger un parti de l'opposition, surtout de l'opposition radicale, c'est qu'on se dit en réalité, on suppose que son rôle au sein, ou bien sa présence au sein du Sénat, en réalité, va permettre de conserver une certaine sensibilité proche de l'opposition politique, parce que il vient de quitter l'opposition politique, franchement, il a vécu de l'intérieur tout ce qu'il y a comme revendication, comme reproche également, comme observation de la part de l'opposition politique par rapport à tout ce qui venait d'être fait. Et donc, il va avoir plus de facilité à pouvoir appréhender les choses sous un autre angle, avec un autre regard. Et doublé de son expérience d'ancien président, et donc, sachant comment la République fonctionne et comment on fait les choses dans une République démocratique, il va pouvoir équilibrer un tout petit peu les débats. Et donc, là où il n'y a pas de sensibilité politique, on suppose en réalité que le débat devrait être ouvert au sein du Sénat, et donc que les responsables, et surtout, n'oubliez pas, c'est des personnalités quand même suffisamment responsables. Vous allez trouver un certain Bruno Amoussou, par exemple, dans le Sénat. Vous allez trouver un certain Théodore Olo, vous allez trouver un certain Robert Dessous, vous allez trouver un certain Mbedi, Adrien Mbedi, et vous allez trouver un certain Patrice Talon dans cette institution. On ne peut pas dénier. Pour que tous ceux-là. Non, on ne peut pas dénier à ces fils de la République là, qui sont des citoyens d'exception, qui sont des personnalités d'un certain quand même niveau, doublé de l'expérience du pouvoir qu'ils ont exercé. Donc on se dit, le débat est ouvert, sans passion, surtout sans intérêt politique immédiat. Donc en réalité, la sensibilité de l'opposition avec laquelle un personnage comme Boni Aï arrive va permettre en réalité de mettre parfois de bémol sur certaines décisions, certaines orientations, que peut-être soutenues peut-être par un certain Patrice Talon, qui vient de diriger la mouvance. Et donc, il va pouvoir équilibrer le débat et les discussions. Et comme on dit, du dialogue ou bien des discussions, jaillit la lumière. Et donc, les gens comme Mathurin Kopinago, c'est un enseignant d'université. En plus, les gens comme Bruno Amoussou, ils vont pouvoir avoir de la facilité à dire, ah oui, ce que Boni Aï vient de dire, on peut voir les choses dans ce sens. Ah, ce que Patrice Talon aussi est en train de soutenir, on peut peut-être voir la lumière qu'il y a dedans, mais enfin, il faut équilibrer avec le regard de Robert Dessous. Et vous voyez, ils vont pouvoir nous aider en réalité, aider la République à pouvoir progresser. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Henri Yambodé. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas question de sensibilité. Quand on sait que, par exemple, Théodore Oulou, Robert Dessous, quand il le prend d'abord, qui a été une voix critique durant le mandat de Bruno, de Patrice Talon, ne pourra pas donc s'allier à Patrice Talon, même si il est fraîchement ancien président de la République. Donc, même si Patrice Talon arrive à définir la vision, d'accord, puisqu'il faut le reconnaître, c'est lui, ce sont réels qu'il y a ce Sénat-là, arrive à définir une certaine vision. Il y a un regard scientifique qu'on a, par exemple, Théodore Olo et Robert Dessous, qui sont tout le temps des personnes de ressources, qui sont consultées sur des sujets politiques et tout. Donc, ils vont jeter un regard politique forcément. Vous vous rappelez que Robert Dessous, à un moment donné, a toujours dit qu'il ne faut pas, quand on parle donc de système partisan, qu'il ne faut pas arriver donc à forcer les gens à se regrouper. Il faut donc laisser les gens aller à ce regroupement-là. Et donc, il a toujours cette
ouverture d'esprit qui lui permet donc de toujours d'avoir un regard critique dessus. De faire la nuance, de faire la part des choses. Des choses. Donc, Bouni Yayi, à un moment donné, s'il acceptait, parce qu'il faut rappeler que à l'annonce de la création du Sénat, Bouni Yayi avait sorti un communiqué, il le disait. Maintenant, oui, il a eu le temps peut-être de réfléchir, peut-être il a eu le temps de voir que le Sénat là également pour permettre à la nouvelle génération, parce que quand on parle de nouvelle génération, il faut penser à Robert Ouelahi et cette nouvelle génération qui est en train d'être positionnée aujourd'hui pour diriger le pays. Mais eux autres, en tant qu'ancienne génération, ancienne code, ils ont forcément des expériences à apporter donc à ces jeunes-là. Donc, Bouni Yayi doit peut-être accepter, d'accord, d'aller siéger au Sénat. Il peut le fait. Mais déjà, il faut reconnaître que Patrice Talon a toujours annoncé ce qu'il veut faire. Et c'est en présence de Bouni Yayi que Patrice Talon avait dit qu'il va créer une institution qui va permettre aux anciens présidents, aux anciennes personnalités de se retrouver. Et Bouni Yayi avait acquiescé en ce moment-là. Donc, même si dans la foulée, et après, bon, il n'a pas peut-être pris connaissance de il n'avait pas tous les contours. Tous les contours de ce Sénat-là. Aujourd'hui, qu'il a peut-être, avec la promulgation et tout le reste, qu'il a eu peut-être l'esprit calme il a lu donc entre les lignes de ce Sénat-là, le fonctionnement de ce Sénat-là, il peut dire, attention les amis, mes militants, les 16% là, maintenant je peux aller là-bas pour toutefois avoir porté la voix de l'opposition. Donc c'est à ce moment-là, on va accepter ce que dit le journal en disant que le Sénat n'aidera pas donc du parti les démocrates. Henri, parce que si oui. Henri, Moïse en est convaincu, il l'a démontré sur ce plateau. Je vous repose autrement la question. Allez-y. Le Sénat béninois peut-il jouer un rôle de contre-pouvoir dans un système fortement présidentialisé? Il y a deux choses. Le Sénat peut jouer ce rôle de contre-pouvoir. Parce que, c'est vrai, c'est reconnu, c'est à l'évidence, la prochaine mandature de législature qui va installer est composée rien que du bloc présidentiel. D'accord. Et le Sénat, dans ce fonctionnement, a le pouvoir de demander une deuxième lecture. Vous vous rappelez, la 8e législature qui a été aussi... Moïse a joué un grand rôle dans l'histoire politique de notre pays parce que ça a permis à Patrice Talon d'avancer ce système de réforme. Et donc, le même rôle sera joué encore avec par cette législature qui est la 10e législature. Mais il y a de ce côté-là, de l'autre côté, il y a le Sénat qui va demander à tout moment une 10e lecture. Et donc, parce qu'on ne veut pas voter contre une loi et qu'il faut laisser passer cette loi, le Sénat peut demander, et donc tout membre du Sénat, je crois que tout membre du Sénat peut demander qu'il y ait une deuxième lecture. Et à ce moment-là, le Sénat va jouer le rôle de contre-pouvoir. C'est vrai qu'il faut arriver à le dire. C'est vrai qu'au sein du Sénat, à part Bouni Yayi, à part Robert Dossou, à part Théodore Oulu, que ce soit Bruno Aboussou, que ce soit Nicolas Olé, que ce soit Adrien Ogbedi, que ce soit Louis Vlavodo, que ce soit Djogberou, ils ont été propulsés donc, au devant de la scène encore par Patrice Talon. Ils ont voué donc un grand respect à Patrice Talon. Donc à un moment donné, justement, est-ce que ceux-là peuvent un jour aller contre la décision du président Patrice Talon? S'il vous plaît, je viens à la rescousse une fois encore. Ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Je veux d'abord commencer par rectifier quelque chose. Le Sénat n'a pas vocation de jouer un rôle de contre-pouvoir. C'est l'Assemblée nationale qui joue ce rôle-là. Et le Sénat béninois, il faut rentrer dans l'esprit de ceux qui ont conçu. Et Patrice Talon l'a suffisamment expliqué. Et il a dit en réalité qu'on n'est pas obligé. C'est vrai que le terme a commencé par prêter à confusion. Les gens disent le Sénat normalement, un Sénat normalement. Il a dit, c'est pour ça qu'il dit, nous avons trouvé notre voie. Nous-mêmes là. Nous pouvons créer une institution dont les gens vont s'inspirer. Donc le Sénat béninois en réalité a pour vocation de jouer le rôle d'équilibre, le rôle d'encadrement des institutions. Donc le Sénat ne vient pas en réalité vous parlez donc pour jouer le rôle d'opposition. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'arriver à ce niveau-là, ce ne sont pas des enfants, il faut que ce soit clair. Les personnalités dont nous sommes en train de parler là, c'est des grands-parents
Pour moi, par exemple, tous sont des grands-parents, ce ne sont pas des enfants. Dire qu'ils ne vont pas pouvoir s'exprimer en présence de Patrice Talon, je pense que c'est très réducteur. Ce qu'ils... c'est le débat des idées. C'est-à-dire que sur les sujets majeurs de la République... La présence de Patrice Talon peut toutefois influencer... Oui, j'espère que vous allez réussir à l'évacuer parce que là, ça prend trop de temps à partir. Voilà. C'est un gros chat. C'est un très gros chat. Très gros chat. Ça peut toutefois influencer, d'accord, certaines personnalités. Vous savez, Patrice Talon a ce charisme-là, a ce charisme-là de jouer peut-être sur... Peut-on aller contre quelqu'un qui vous a fait? Non, en réalité, le Sénat n'est pas à l'opérationnel. Le Sénat est là juste pour équilibrer. Quand vous dites aller contre, Patrice Talon n'est pas à l'opérationnel. Patrice Talon n'est pas à l'exécutif. Celui qui a l'exécutif, c'est le président de la République. C'est pourquoi eux, là, ils n'ont pas également de sensibilité politique. Eux, ils sont là, en réalité, pour dire ce que ces jeunes-là sont en train de faire, là. Voilà, là où les jeunes sont en train de vouloir aller, là. Ça n'arrange pas la République. Donc, ils demandent une deuxième lecture, par exemple. Bon, une deuxième lecture. Une deuxième lecture. Mais qui sera le président? Qui sera? Qui avec les... Non, on n'en est pas encore là. Demain, par exemple, on peut nous sortir la configuration du Sénat où Nicéphore Dieudonné Soglo, par exemple, étant doyen, parmi les anciens chefs d'État, devient le président. On n'en est pas encore là. On est dans le fonctionnement. Oui, pas forcément. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de voir Patrice Talon alors que c'est le plus jeune en plus? Donc, il ne faut pas forcément... Il peut dire le plus ancien. On commence par le plus ancien. Ce qui fait peur à tout le monde et qui vous fait peur aussi... Non, pas moi. Je pose juste les questions pour éclairer la lanterne. Oui, je dis qu'il vous fait peur aussi peut-être. Je me mets dans la posture ou dans la... Et vous êtes dans votre rôle. C'est une façon de parler. En réalité, vous êtes très bien dans votre rôle. Je dis ce qui fait peur à tout le monde et qui peut-être vous fait peur aussi et vous êtes dans votre rôle. Je ne suis pas en train de vous désigner, de vous accuser en réalité. C'est que tout le monde connaît, on sait que Patrice Talon est charismatique, on sait qu'il a une voix forte et surtout on a vu comment il a exercé le pouvoir. Donc on sait qu'en réalité il a une capacité à maîtriser et à phagocyter également. Donc maîtriser, dominer, phagocyter suivant sa volonté. En réalité c'est de ça qu'il s'agit. La façon dont il est parvenu par exemple à contenir les acteurs politiques sur les 10 ans. Alors qu'on ne s'attendait pas en réalité à ce qu'il puisse réussir par exemple ce coup de maître. C'est ce qui influence tout le monde et on pense... On voit Patrice Talon dominateur, régent partout, mais en réalité, avec la couleur et les attributions qu'on est en train de concéder au Sénat ici, ce n'est pas en réalité la personne du Patrice Talon qui devrait nous préoccuper. Ce qui doit nous préoccuper, et surtout dans les débats, parce que les gens nous écoutent, les gens nous suivent. Même ces acteurs-là, peut-être ils peuvent tomber sur, s'ils sont à la maison, s'ils ne sont pas occupés, ils peuvent tomber sur ces éléments-là. Et donc, ils ont la possibilité de nous entendre également. Ce qu'il faut espérer, ce qu'il faut surtout espérer, c'est que les acteurs ne dévoient pas, c'est qu'on ne dévoie pas en réalité l'esprit du Sénat. C'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que les leaders, et je pense qu'ils sont suffisamment expérimentés, et qu'ils restent dans leur rôle en fait, d'équilibre, dans leur rôle d'accompagnement, dans leur rôle de soutien à tout ce qu'on a comme arsenal institutionnel, que ce soit l'exécutif, que ce soit le législatif, que ce soit le judiciaire. On peut donner raison à Carole qui demande, est-ce que le Sénat ne peut pas jouer le rôle de contre-pouvoir en griffe, justement, c'est pas que en contre-pouvoir par rapport à l'exécutif, contre-pouvoir, mais sur certaines décisions. Ah oui, bien sûr. C'est pourquoi l'équilibre est mieux que contre-pouvoir. Parce que contre-pouvoir dans notre ordonnancement institutionnel, c'est le législatif, c'est l'Assemblée nationale. Donc, à ce niveau-là, si, toutes mes excuses, les jeunes qui sont au Parlement sont en train donc peut-être de prendre une voie qui n'est pas la bonne, ces personnalités-là que nous avons citées tout à l'heure peuvent demander une deuxième lecture pour dire attention, parce que là où vous allez là, ça ne peut pas conduire à bon port. Il faut changer. Donc cette deuxième lecture le permet, bien sûr, de rappeler à l'ordre, bien évidemment, les parlementaires. Et donc, c'est ce contre-pouvoir entre griffes que parlait donc... Alors, le mot que recherche Moïse Novillon revient dans cette question. Donc, alors, on va parler de l'équilibre entre l'exécutif et le Parlement maintenant. Voilà. Le Sénat peut-il influencer les équilibres politiques futurs? Oui, et ça, il en faut. On en a
sérieusement besoin. Même Patrice Talon, qu'on perçoit comme un dominateur très fort, très puissant, capable de contrôler tout le monde. En réalité, il a eu les mains pour le faire. Pourquoi? Tout le monde le sait. C'est parce qu'en réalité, il y a eu trop de pouvoir concentré entre les mains du chef de l'État. Et c'est pas que je suis en train de donner une information. Les aînés ont répété cela tout le temps. Les acteurs même en ont parlé tout le temps. Le pouvoir, le président de la République, dans ce que nous avons comme arsenal institutionnel aujourd'hui, est trop puissant en réalité pour à lui tout seul décider du sort en réalité de toute la République. Et c'est ça que, et comme les acteurs qui y vont avec leur éducation, ils vont avec leur manière de faire, ils vont avec leur background. C'est-à-dire que parfois c'est à l'humeur du seul président de la République qu'on gère la République. C'est ça qui est le problème en réalité, c'est ça qui est le danger. Maintenant que tous les anciens qui ont déjà géré des institutions ont une occasion de se retrouver quelque part, normalement la sagesse devrait prévaloir. Et surtout, c'est des anciens, c'est des aînés, c'est des personnes qui sont d'un certain âge. Et donc, vous vous imaginez, en réalité, ils ne vont pas se permettre en réalité de se retrouver en fongbe chez nous, on dit, et nous voulons nous gouer. Donc, il ne faut pas se mettre ensemble en réalité pour décider de ce qui n'est pas bien pour la République. On a besoin de se creuser. Figurez-vous, nous, on est dans les médias, nous sommes des professionnels des médias tout le temps. Quand un événement, quand une situation majeure se pose, quand un débat majeur se pose à la République, quel est le réflexe pour nous, acteurs des médias en général? Il faut aller prendre l'avis de Robert Dessous, il faut aller prendre l'avis de Nicéphore Seglou. Même Boni ici s'est retrouvé à être obligé de devoir diriger un parti politique alors qu'il a exercé 10 ans à la tête du pays. C'est parce qu'il a besoin de s'exprimer. Et donc, en réalité, il y a un creuset, il y a un cadre pour lui maintenant de discuter avec ses pairs à un certain niveau. Parce que vous allez autoriser les téléspectateurs, on est au Bénin. Donc, ça ne va pas perturber les gens que des éléments, des interférences comme cela arrivent. Les personnes qui ont déjà été chefs d'État, vous ne pouvez pas les amener à un certain niveau. Vous vous souvenez du spectacle de Dantokpa, où Nicéphore Seglou et Yaïboni, et même, je pense, Rosine aussi était impliquée. Le spectacle, est-ce que c'était agréable à voir? En réalité, c'est vrai, c'est au nom de la République, mais avec leur âge. C'est-à-dire que quand on a déjà assumé certaines responsabilités, on ne se retrouve pas en réalité dans certains rôles, dans certaines situations. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, ils ont l'occasion d'élever le débat au niveau qui est le leur. C'est-à-dire qu'on ne va plus les retrouver dans les débats de quartier, dans les débats de rue. Les jeunes vont animer devant eux. Et si les jeunes veulent s'écarter du droit chemin, ils vont pouvoir les ramener sur le bon chemin. C'est de ça qu'il s'agit en ce moment. Partagez-vous les arguments de Moïse Novillon, Henri? Oui, si. Vous savez que le Sénat, il ne faut pas oublier de le dire, ça va rester donc ce creuset-là qui va regrouper donc ces têtes pensantes-là. Quand il prend un Bruno Amoussou qui a donc beaucoup... il pourrait jouer un rôle important dans l'équilibre politique. Oui, absolument, un rôle important. Parce que, vous savez, celui qui vient là, qu'on le veuille ou non, c'est Robert Wadaï, celui qui vient là. C'est vous qui le dites sur ce plateau. Il est encore très jeune, donc il a besoin peut-être de l'assistance de ces personnalités-là, il a besoin de l'accompagnement de ces personnalités. Donc ces personnalités qui se retrouvent au sein du Sénat vont jouer véritablement le rôle de... En quelques secondes, une façon de résumer tout ce que vous venez de présenter comme argument sur ce plateau. Quelle place pour l'opposition dans l'architecture institutionnelle béninoise de demain? Parlons du futur. Pour éviter donc l'effacement progressif dans la tête également des citoyens, des militants des 16%, c'est que Yaïboni accepte d'aller donc siéger au Sénat. Les 16% le verra comme représentant de l'opposition au sein du Sénat. Alors, si l'opposition politique est intelligente et se restructure, se réorganise, dans 7 ans, 7 ans c'est pas beaucoup. Hein. Donc dans 7 ans, nous allons retrouver l'opposition dans les institutions. Il suffit simplement qu'ils puissent prendre tout ce temps-là également pour s'organiser, pour se restructurer et revenir en force. Ils peuvent le faire. On espérait que la FCBE puisse nous surprendre agréablement en cette matière, c'est-à-dire à réussir, parce que la FCBE, n'oubliez pas, est quand même un tout petit peu effacée depuis 2020. Après les élections communales et municipales de 2020, la FCBE a
carrément disparu. Donc, on s'est dit que la SCBE a eu le temps, en réalité, de se préparer. Parce que quand ils sont arrivés pour pouvoir remplir les conditions pour prendre part aux élections, vous avez vu la facilité avec laquelle ils ont pu fournir les dossiers. Donc, on s'est dit qu'ils se sont préparés et qu'ils ont vu venir les enjeux et qu'en conséquence, ils s'étaient apprêtés. Maintenant, ça n'a pas donné les résultats dans les urnes. Et donc, on suppose en réalité qu'ils vont réussir cette fois-ci pendant le temps que vous évoquez là, devait permettre donc à la FCBE d'avoir un maillage territorial, d'avoir un ancrage territorial. Tout à fait. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce qu'ils n'ont pas su s'organiser. Ils ont eu le temps d'avoir donc cette facilité-là de formaliser de faire les formalités administratives pour se retrouver donc pour les élections. Mais au niveau de militantisme, ils n'ont pas su profiter de ce temps-là pour travailler, pour haranguer la foule, pour se retrouver donc et les résultats sont là, 6% et 5%, ce qui n'arrange pas l'opposition en général. Voilà. Deuxième sujet à aborder sur ce plateau, mesures disciplinaires au bloc républicain. Bertin Kaovi suspendu à titre conservatoire. Le BR a enfin décidé de sonner la fin de la récréation. J'ai adoré le mot, j'ai adoré l'expression, j'ai adoré le terme. Enfin. Parce que en réalité, n'oubliez pas, les acteurs en réalité, ils doivent savoir que surtout la réforme du système partisan, c'est tout au moins là où les gens n'ont pas pu se former. En fait, là où les partis politiques n'ont pas pu former les acteurs, n'ont pas pu encadrer les acteurs. En réalité, la réforme du système partisan est venue en réalité mettre les uns les autres dans un certain moule. C'est-à-dire que la République ne peut pas être en vrac, où chacun va venir faire ce qu'il a envie de faire, au regard des enjeux surtout que nous avons. Je le disais ici la dernière fois, et je le salue en passant, Hugues Hector Zogo, il était satisfait de l'expression. Je souligne que chaque compartiment de la vie du citoyen béninois est un chantier. Et vous le savez, nous le savons, c'est ce que nous vivons. Et donc, dans un pays où il y a tout à faire encore comme cela, on ne peut pas laisser la République en vrac et que ces enfants, surtout ceux qui sont un tout petit peu éclairés pour pouvoir drainer le reste, se comportent comme ils veulent. Bertin Kaovi, pour tout le respect que l'on peut lui devoir, pour toute l'intelligence qu'on peut lui reconnaître, pour toute la sagesse qu'on peut lui concéder, en réalité, il appartient à une formation politique. Jusqu'à un certain moment, il continuait même de se présenter sur les réseaux sociaux, puisqu'il est très actif sur les réseaux sociaux, comme président de l'Alliance Iroko, alors qu'il lui-même a dit qu'il est membre du parti Bloc Républicain. Eh bien, si tu es membre du parti Bloc Républicain et que tu n'en es pas le président, surtout que je pense qu'ils ont un secrétaire exécutif national, je ne pense pas qu'ils aient un président au Bloc Républicain. Donc, comment tu peux te retrouver au sein de la formation politique et te présenter encore à l'extérieur comme président, alors que ce n'est pas une alliance, c'est une formation politique. Donc, ça veut dire que tout ce que tu étais reste dans le passé. On peut en retrouver les traces dans ta biographie, bien sûr, pour parler de toi, etc. Tu as été président d'une alliance qu'on a appelée Alliance Iroko. Mais maintenant, tu es membre du Bloc Républicain. Et de surcroît, récemment, je pense qu'il a été nommé conseiller spécial du président Abdoulaye Biotchani. Et donc, c'est une responsabilité majeure. Tu ne prends pas la parole en désordre, tu ne prends pas la parole n'importe comment. Tu ne fais pas ombrage surtout à ceux qui sont qualifiés pour le faire. Et je pense que c'est l'une des erreurs qui ont conduit les démocrates dans le décor la dernière fois, comme on a pu l'observer. Vous savez, les démocrates avaient un très bon porte-parole, en la personne de l'honorable Guy de Soumitokwe, qui parlait très bien, qui représentait très bien le parti politique en ce qui concerne la maîtrise du discours public. Mais les autres responsables, les autres membres du bureau du parti prenaient trop la parole. Dès qu'on leur remet un micro, ils disaient tout. Ils se livraient. Dès qu'on les invite quelque part, ils étaient au devant. C'est-à-dire que la maîtrise, la distribution de la parole. Or, en présence et en face d'eux, il y a un Patrice Talon. Dans le gouvernement, il a désigné un porte-parole qui n'a pas statut de ministre et qui parle au nom de tout le gouvernement. Oui. Ça veut dire quoi? La parole est maîtrisée. Ce qui fait que vous arrivez facilement à éteindre le feu quand peut-être il y a un peu de dérapage. Mais si les dérapages doivent venir de partout,
Si tout le monde doit aller, si le secrétaire du parti doit aller parler et le matin sur un plateau télé et que le vice-président doit aller intervenir l'après-midi dans les réseaux sociaux sur TikTok et qu'un autre militant doit aller parler au nom de la formation politique le soir sur un autre plateau radio, vous imaginez tout le détail et que chaque fois il laisse peut-être des dégâts, il commettent des erreurs de communication. À quel moment vous avez le temps de retrouver la concentration nécessaire, la maîtrise nécessaire pour éteindre le feu que dans une seule et même journée, 3 différents acteurs de la formation politique sont allés allumer un peu partout dans les médias? Et donc, en réalité, c'est délicat. Il faut que les responsables des formations politiques, que ce soit de l'opposition ou bien de la mouvance, puissent s'inspirer de ce que le bloc républicain vient de poser comme acte. Et il y a un autre personnage comme Bertin Kouavi, je pense que lui, c'est un peu assagi, je ne l'ai pas beaucoup entendu récemment. C'est un certain Lotofouenou également. Voilà, bon. Faut pas. Non, je ne l'accuse pas. Je ne peux pas l'accuser. Bon, peut-être que oui. Cet épisode, on a fini. Voilà, qui prennent la parole à deux parts, alors qu'ils sont membres d'une formation politique qui a celui qui est autorisé à parler. Et surtout, vous n'allez pas parler dans les médias, sur les réseaux sociaux, sur la place publique, au nom du parti, en portant les attributs du parti, alors que le parti ne vous a pas mandaté. La parole politique, il y a la communication politique, la parole politique est tellement sensible qu'il faut réussir à maîtriser ce que vous allez dire, ce que vous allez sortir. Parce que quand ça sort, on ne récupère plus. Ce qui est sorti va laisser libre cours aux différentes compréhensions, aux différentes interprétations. Et c'est maintenant la vie de la formation politique entière qui est engagée par ce que vous êtes allé dire. Et donc je pense qu'il était enfin, comme vous étiez en train de le dire, le temps en réalité de sonner la fin de la récréation et de permettre à ce que les gens puissent s'assagir à l'intérieur des formations politiques. C'est très important. Henri Yambodé. Oui, écoutez, on parle donc de l'homme de la dynamique talent continu, celui-là qui a chanté donc partout qu'il faut que Parti Talent revienne, d'accord? Et il le faisait donc avec une couleur politique, ce qui n'était pas agréable aux yeux de certaines personnes. Aujourd'hui que le secrétariat exécutif national du bloc républicain arrive à sortir un communiqué pour annoncer officiellement qu'il est suspendu à titre conservatoire, je pense que pour les uns et les autres, enfin, d'accord, enfin, on annonce la fin de la récréation. Vous savez, c'est vrai, il est immense. Bertin Kouavi est immense, mais je pense qu'il devrait mettre toute son intelligence, toute sa connaissance voilà, au service donc, de sa formation politique, au lieu de sortir. Et très souvent, ce qu'il fait et qui est grave, c'est qu'il ne consulte pas le bureau, la hiérarchie, avant donc de prendre des décisions. Et ici, on parle donc de orientation politique. Quand c'est une orientation politique, il faut que ce soit une décision collégiale qui provient bien évidemment du bureau de cette formation politique. Mais ce n'est pas le cas avec Bertin Kouavi. Et je suis... chacun lui-même va comprendre qu'il a fait gaffe et donc les sanctions, il va subir donc la sanction. Parce que quand vous êtes dans un groupe, il y a la discipline du groupe qui prime sur certaines choses. Et vous l'avez bien fait de rappeler qu'il a été nommé conseiller pour le président Abdoulaye Biotchani. Il faut saluer qu'aujourd'hui, il faut reconnaître aujourd'hui que le parti Bloc républicain est en train d'héberger, en train de faire une percée terrible. Et il ne faut pas donc ces sorties sporadiques, parcellaires pour noyer l'effort donc de l'ensemble. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette suspension. Et la conséquence, c'est que il ne peut plus parler au nom du bloc républicain, il ne peut plus être invité sur des plateaux et parler donc au nom du bloc républicain comme il le fait. Il peut parler donc au nom peut-être, il va dire, je suis un simple citoyen, je peux le faire. Mais là, s'il se respecte, bien sûr, il ne doit plus prendre la parole jusqu'à ce que la sanction soit rendue publique. Voilà. Voilà qui est dit. Merci Henri Yambodé, merci Moïse Novignon.